Bonjour à tous et bienvenue dans Actuel, le magazine de celles qui font l'actualité internationale, mais aussi de tous ceux qui font bouger un monde encore largement dominé par les hommes. Et au cours de ce numéro, nous irons à Dubaï, devenu un havre de liberté pour les Saoudiennes. Nous examinerons aussi la place des femmes en Europe, dans les institutions communautaires, mais aussi au quotidien. Et nous verrons que l'égalité avec les hommes n'est pas encore atteinte. Les droits des femmes sont même menacés, d'après notre invitée Annie Sugier, présidente de la Ligue du droit international des femmes. Mais pour commencer donc, direction Dubaï, où le statut des femmes est très encadré, mais demeure nettement plus libre que dans les pays voisins. Sport, conduite de voiture, visites culturelles, ces activités n'y sont pas interdites. Du coup, de nombreuses Saoudiennes y viennent pour profiter d'un souffle de liberté. Reportage de Nathalie Gillet et Sylvain Lepetit, qui vient d'obtenir le prix Albert Londres. Nous voici à l'entrée de l'un des centres commerciaux les plus luxueux de Dubaï. C'est ici que Raha nous a donné rendez-vous pour une balade en voiture. Une scène a priori anodine, mais pour cette jeune Saoudienne de 25 ans, s'asseoir au volant est déjà un acte de liberté. Mais arrête de me klaxonner, toi! J'adore les voitures, j'adore conduire. Vous avez passé votre permis de conduire ici? Oui, dès que j'ai eu 18 ans et 1 minute, je me suis inscrite. Et les Saoudiennes sont de plus en plus nombreuses à passer leur permis de conduire dans les Émirats voisins, même si de retour chez elles, les autorités ne leur permettent toujours pas de s'en servir. Je n'habite plus vraiment là-bas, alors je ne suis pas confrontée à cette histoire de ne pas conduire que pour de courtes périodes. Ça va changer quand ça sera le bon moment. Raha n'est pas une militante, elle laisse ce choix à certaines compatriotes restées au pays qui depuis quelques mois se filment au volant de leur voiture et diffusent ensuite la vidéo sur Internet pour sensibiliser l'opinion publique. Mais plus qu'apprendre à conduire, c'est tout un espace de liberté qui attire les Saoudiennes à Dubaï. Ici, elles peuvent vivre et travailler seules ou s'habiller comme elles le veulent. La passion de Raha qui l'a poussée vers cette ville il y a 12 ans, c'est le sport. Première Saoudienne à avoir escaladé l'Everest, elle joue au volley-ball plusieurs soirs par semaine. Des entraînements mixtes inenvisageables dans son pays, où les sportives se heurtent au conservatisme de la société. C'est possible de faire du sport, mais c'est difficile avec des tas de règles à respecter. Il y a plus de clubs de gym et d'organisations sportives. Je connais une équipe de basketteuses. Les gens essayent de faire des choses, ça avance, mais il faut faire plus. Faire bouger les choses, c'est l'objectif de cet artiste de Dhahran, à l'est de l'Arabie, qui expose en ce moment à Dubaï. En Arabie Saoudite, nous n'avons que 2 ou 3 galeries, aucun musée, pas d'école des beaux-arts et pas d'infrastructure pour soutenir une vie artistique. Sa dernière série est inspirée de photos de presse d'accidents de la route dans lesquels des passagères ont trouvé la mort. Ici, comme dans tous ses projets, Manal pointe du doigt les discriminations dont sont victimes les femmes dans son pays. Les femmes sont constamment traitées comme des citoyennes de seconde zone tout au long de leur vie. Sans la permission d'un tuteur masculin, elles ne peuvent pas avoir de travail, voyager, aller à l'hôpital ou ouvrir un compte en banque. Le chemin de la liberté est encore long, même si depuis quelques années, la société civile se mobilise. En attendant les évolutions, les Saoudiennes continuent de venir ici pour s'aérer l'esprit. 200 vols relient chaque semaine ces 2 pays voisins et pourtant si différents. Annie Sugier, bonjour. Vous êtes présidente de la Ligue du droit international des femmes qui a été fondée en 1983 par Simone de Beauvoir et qui défend le principe d'universalité du droit des femmes contre le relativisme culturel. Nous allons discuter avec vous des élections européennes et d'Europe, mais peut-être d'abord une réaction à ce sujet. Je suis très intéressée par ce qui se passe en Arabie Saoudite parce que c'est vraiment le pays où le statut des femmes est le pire. On peut le comparer à la situation des Noirs en Afrique du Sud. Et une situation d'apartheid. Une situation d'apartheid qui historiquement n'existait pas avant les années 50. Donc il y a eu un moment une régression brutale du droit des femmes. Ce qui est incroyable, c'est que la communauté internationale a exclu
l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid, mais ce n'est pas du tout le cas pour l'Arabie saoudite. Et nous, en particulier, nous avions été très choqués au moment des Jeux olympiques de Londres que le Comité international olympique accepte les dictats posés par l'Arabie saoudite, c'est-à-dire que cette jeune femme soit voilée de la tête aux pieds, enfin les deux représentantes saoudiennes soient voilées de la tête aux pieds, et leur contrôleur mâle en permanence, et n'ait pas le droit de participer à des activités mixtes. Alors on va parler en tout cas d'Europe, où le principe d'égalité homme-femme, en principe, est inscrit dans les textes fondamentaux, mais il est encore loin d'être une réalité. Nous en allons en parler avec vous, et en guise d'introduction, je vous propose de regarder ce sujet sur la place des femmes dans les institutions européennes. Elle danse pour la bonne cause, la fin des violences faites aux femmes. C'était en janvier 2013 au Parlement européen. Aujourd'hui, des députées femmes, il y en a de plus en plus. En 1979, elles n'étaient que 16,3%. Elles sont passées à 26,1% 15 ans plus tard et sont aujourd'hui près de 35%. Les meilleurs élèves, la Finlande et la Suède avec respectivement 61,5% et 55,6% de députés femmes. Le plus mauvais élève du groupe, l'Italie, avec 22,2%. En 35 ans et sur 26 présidents, seules 2 femmes ont présidé le Parlement, les Françaises Simone Veil et Nicole Fontaine. Aujourd'hui, une proportion plus élevée de femmes sont candidates aux élections européennes, même si la parité reste un objectif difficile à atteindre. Une parité pourtant indispensable selon cette députée qui, elle, parle des nominations au sein de la Commission européenne. Dans la perspective des européennes, il faut d'abord être exigeant sur la nouvelle Commission européenne et sur les postes, les 4 postes importants, président de la Commission, du Parlement, du Conseil et hauts représentants. Je pense que là, on peut faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 1/3 de femmes commissaires, c'est pas beaucoup, 9 sur 27. Moi, je trouve qu'on devrait nous présenter dans chaque pays deux candidats, un homme et une femme. Autre institution européenne, la Banque centrale ici, 2 femmes sur les 24 membres du Conseil des gouverneurs. La situation fait réagir certaines députées comme ici en 2009 à Bruxelles. Écolos, socialistes ou centristes, elles demandent plus de femmes à la tête de l'Union européenne. Alors on le voit, Annie Sugier, dans les institutions européennes, on est encore loin de la parité et il semblerait que ça puisse être encore pire parce qu'aujourd'hui, donc 9 femmes sur 27 sont commissaires européens, mais à l'avenir, lors de la prochaine législature, elles ne pourraient plus être plus que 5, notamment d'après un site d'information Bruxelles 2. Comment expliquer cette évolution ou ce risque en tout cas? Alors je pense qu'il y a 2 explications. La première, c'est qu'il y a d'une manière générale une régression parce que les parlements sont beaucoup plus réactionnaires. On a un retour en arrière, on a des libéraux à tout crin, on a des conservateurs à tout crin, on a une pression des religions aussi. Donc ça n'est pas favorable aux droits des femmes. On a vu des rapports tout à fait anodins qui se contentaient de conclure sur la nécessité de l'égalité, qui ont été rejetés au Parlement européen. Donc ça, c'est très grave. La deuxième raison, c'est que dans la Charte des droits fondamentaux, qui est un texte qui est assez mal connu et qui maintenant fait partie du traité de Lisbonne depuis 2009, dans cette Charte des droits fondamentaux, la notion de parité n'apparaît pas. On reste à l'Europe des années 50 qui, elle, a été moteur et promotrice du droit des femmes. Alors justement, dans quel domaine en fait l'Europe, l'Union européenne peut légiférer? Parce qu'on a entendu parler du fait que l'Europe avait imposé ou impose dorénavant 40% de femmes dans les conseils d'administration. En revanche, en matière de salaire, la directive n'est pas passée sur l'égalité homme-femme. Dans quel domaine est-ce que l'Europe peut légiférer? L'Europe, elle a un rôle privilégié dans la question du travail. D'ailleurs, c'est par là que ça a commencé, l'égalité de rémunération. Ensuite, qui n'est toujours pas effective. Mais voilà, c'est-à-dire que déjà là, il y a eu des directives et malgré tout, l'impact a été considérable dans la mesure où, par exemple, les lois Roudy étaient en application de cette pression de l'Union européenne. Quand même, sur ça a ces été un moteur. Bon, sur les autres sujets, il y a des sujets fondamentaux comme celui du droit à disposer de son corps. De l'IVG. De l'avortement. Oui. Même de la planification des naissances. Mais tout ça, ce ne sont pas des matières de droit européen. Mais voilà, tout le problème, il est là, c'est-à-dire qu'il y a le principe de subsidiarité qui fait que certains thèmes, c'est le cas de la santé,
relève de la responsabilité des États. Problème, c'est que quand on parle de la liberté de l'avortement, on n'est pas sur un problème de santé, on est sur un problème de liberté fondamentale. Donc il n'est pas normal que l'Europe n'ait pas inscrit dans sa charte des droits fondamentaux ce qui pour nous est fondamental. Cela dit, aujourd'hui, par exemple, effectivement, le droit à l'avortement est menacé en Espagne, c'est déjà le cas en Pologne ou en Irlande. Comment faire pression pour que ça change ? Il faut déjà le savoir, c'est-à-dire que moi je vois encore dans les textes des partis politiques qui se présentent en disant ne pas perdre les droits acquis. Mais ces droits ne sont pas acquis au niveau européen. Donc il faut que nous fassions pression sur les partis au moment des élections pour qu'ils s'engagent à modifier la Charte des droits fondamentaux. Et naturellement, ça va impliquer une épreuve de force puisque un certain nombre de pays sont radicalement hostiles pour des raisons religieuses. Donc là, on a aussi un deuxième problème qui pour moi est crucial, qui est la séparation des églises et de l'État en Europe. Qui n'est pas effective, effectivement, partout. Elle n'est pas effective et la Commission européenne est très sensible à travers des grandes conférences qu'elle tient régulièrement, à travers des comités d'éthique, au point de vue des religieux. En tout cas, toutes ces batailles vont se mener aussi au Parlement européen et nous suivrons bien sûr dans Actuel ces élections. Merci beaucoup Annie Suger d'avoir été notre invitée, de nous avoir éclairé sur les enjeux et le droit des femmes en Europe. L'actualité des femmes dans le monde est aussi à retrouver dans Courrier International. Notre partenaire de la presse écrite s'intéresse cette semaine notamment au Festival de Cannes et à la place des femmes dans le cinéma. Une place qui reste marginale. Jane Campion, présidente du jury cette année et qui est la seule réalisatrice lauréate d'une palme, l'a souligné dans son discours d'inauguration. Seuls 7% des films sur les 1800 soumis au festival sont réalisés par des femmes. Courrier International propose de revenir sur ces chiffres et sur la polémique qu'ils suscitent. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. On y attend vos réactions, vos suggestions. À très vite sur la toile.